ChatGPT, est-ce une menace ou une opportunité lorsqu'on est business analyst? C'est la question que François-Xavier m'a envoyée par mail et c'est une question qui revient très fréquemment dans les conversations, dans les messages que je reçois également, que ce soit des commentaires ou des mails. Donc, je vais tenter d'y répondre dans cette nouvelle vidéo question-réponse. Je fais quand même un petit disclaimer puisque je ne suis pas spécialiste en intelligence artificielle, je ne suis pas non plus spécialiste en chat GPT. D'autant plus que toutes ces technologies sont non seulement récentes, mais en évolution constante. En revanche, je suis experte en business analyse et je peux essayer de me projeter dans cette question que je vous lis à présent. Donc François-Xavier me demande ceci. Maintenant, le monde de l'IA évolue trop vite. Nombreux sont les types de travail menacés. Est-ce que business analyst, consultant fonctionnel et autres postes similaires font partie? Merci d'avance pour votre réponse. Avant d'aller plus en détail dans la réponse, je me permets un petit commentaire. Effectivement, François-Xavier semble inquiet. Il parle de menaces. Il dit que ça évolue trop vite. Il dit qu'il y a beaucoup de travail menacé. Et je pense de mon côté que ça n'est pas forcément une menace, mais que ça peut être une opportunité, au contraire, de mieux travailler. C'est ce qu'on va justement voir dans cette vidéo. Bien entendu, comme on va parler là du futur et que je n'ai pas de boule de cristal, c'est une ouverture et une invitation au débat. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres réflexions et pourquoi pas, si vous utilisez déjà ChatGPT dans votre quotidien, n'hésitez pas également à nous en faire part, hein, puisque ça va aider toute la communauté de business analyst francophone. Alors, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore cette chaîne. Bienvenue également à tous les abonnés. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Alice Vachi. Je suis business analyst. Je suis également formatrice, conférencière, coach en business analyse. Vous trouverez d'ailleurs dans la barre de description de cette vidéo toutes les informations pour rejoindre la communauté des business analystes francophones, notamment en vous inscrivant à la newsletter que vous pouvez recevoir tous les 15 jours dans votre messagerie gratuitement, avoir accès ainsi à une veille informationnelle sur la business analyse et tous les nombreux sujets qui l'entourent. Vous trouverez également des formations, des coachings qui vous permettront de vous professionnaliser. Puisque je le rappelle souvent, mais il y a 98% de business analysts qui sont autodidactes, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas ni diplôme, ni certification, qui ont été en auto-formation sur le tas, comme on dit, depuis de nombreuses années parfois. Voilà, donc ça c'est pour la petite introduction. Maintenant, on va repasser à la question du jour. Alors, je ne sais pas du tout le temps que va durer cette vidéo, donc je m'excuse à l'avance si c'est un petit peu long, mais je vais essayer, comme d'habitude, de la structurer pour que je ne vous perde pas. Donc, je me suis évidemment, basée sur des expertises que j'ai trouvées, moi-même en cherchant sur internet et je me suis basée, vous vous en doutez bien, également sur ChatGPT que j'ai interrogé. Alors les experts et les sources que j'ai utilisées notamment, je vais citer Paul Jorion, je vais citer également, Fran Droid qui est, un site très connu sur le net, et donc évidemment, comme je le mentionnais, ChatGPT himself. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Donc ça, je vais vous donner un petit peu la structure un petit peu de cette réponse. Donc tout d'abord, ChatGPT, on va dire que tout le monde l'entend, le voit, mais est-ce que finalement vous savez et nous savons exactement ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette intelligence artificielle. Donc moi, je suis vraiment allée chercher l'information, exacte pour pas partir sur un délire, divers et variés ou au contraire, banaliser ce qu'est ChatGPT puisque c'est tout sauf une intelligence artificielle banale. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment être conscient de ce qu'est, ChatGPT. Ensuite, on va, passer dans une deuxième partie sur les applications, pardon, pratiques de ChatGPT. Donc il y a des applications, on va dire, dans la vie de tous les jours, on va passer assez rapidement dessus et puis après on va réfléchir ensemble sur comment utiliser ChatGPT en business analyse. Donc là, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qu'on peut, faire avec ChatGPT pour le meilleur, mais également il y a des limites non négligeables, voire, graves dans notre recherche de proposition de la meilleure solution possible en réponse à une problématique d'entreprise et donc ça, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Donc encore une fois, si vous avez vous-même déjà un avis, si vous avez déjà utilisé, ChatGPT, je vous invite à laisser en commentaire toute votre, expertise ou votre expérience, ça aidera toute la communauté. Donc ChatGPT, de quoi parle-t-on? Donc là,
Ce que je vais vous résumer ici, c'est vraiment, pas moi qui l'invente. Je suis allée chercher auprès des meilleurs et notamment de Paul Jorion. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs son blog qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle pauljorion.com. Il est professeur, chroniqueur et entre autres membre de 2 comités d'éthique sur les questions d'intelligence artificielle au sein du projet, AI for avec le chiffre 4 People de le European Institute for Science, du Media and Democracy et également les supports banque et finance et assurance. Donc c'est vraiment un expert en la matière. J'ai vu évidemment, comme vous tous, beaucoup d'informations ou des vidéos sur ChatGPT, mais la sienne est particulièrement pointue et surtout, ça nous évite de partir dans des délires sur ce que serait ChatGPT alors que ça ne l'est pas du tout. J'ai également interrogé le principal intéressé qui est ChatGPT. Alors ChatGPT me répond ceci, vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice, hein, vous allez sur OpenAI et vous allez avoir la réponse que moi j'ai obtenue. Donc je ne vais pas tout vous lire puisque c'est trop long, mais ChatGPT me dit, donc je lui demande de me dire qui est ChatGPT, il me dit ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI basé sur l'architecture GPT, Generative Pre-trained Transformer. GPT signifie Generative Pre-trained Transformer et donc c'est, tous ces modèles de la série GPT, y compris GPT-3, sont conçus pour générer du texte cohérent et contextuellement approprié en réponse à des entrées textuelles données. Alors les fameuses entrées textuelles données, on appelle ça aussi des prompts. C'est le vocabulaire que j'emploierai souvent et qu'on emploie d'ailleurs souvent dans les projets informatiques. Donc ChatGPT continue de m'expliquer, de se présenter. Il me dit qu'il est spécialement adapté à la communication en langage naturel et qu'il peut être utilisé pour créer des dialogues, répondre à des questions, générer du contenu, effectuer des traductions et bien plus encore. Il me dit il est capable de comprendre le contexte d'une conversation et de générer des réponses pertinentes en fonction du contexte. Je vous passe un certain nombre de paragraphes. GPT-3, la version la plus avancée au moment de ma dernière mise à jour en septembre 2021, est particulièrement impressionnante en termes de capacité de langage naturel. Il peut mener des conversations détaillées, fournir des informations informatives et même imiter différents styles de rédaction. Cependant, il convient de noter que GPT-3 et ChatGPT ne comprennent pas réellement le texte de la même manière qu'une personne le ferait. Ils n'ont pas de compréhension profonde ou de conscience réelle, mais fonctionnent plutôt en associant des modèles statistiques et linguistiques dans le texte qu'ils ont appris. Donc c'est intéressant de voir la propre réponse de ChatGPT. Moi, je vais vous donner un petit peu la description très, très pointue de Paul Jorion. Alors, effectivement, ChatGPT, c'est un nom commercial qui est, celui d'une intelligence artificielle produite par la firme californienne OpenAI. Plus particulièrement, ça désigne la lignée des logiciels diffusés à partir de la version 3.5. Alors là, je ne sais pas à quelle heure et à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais là, je suis en train de la tourner. On est le 22 août 2023 et donc c'est en fonction des informations que j'ai aujourd'hui. Donc, ChatGPT appartient à la lignée des logiciels diffusés à partir de la version 3.5 publiée le 30 novembre 2022. La version 4 considérablement plus puissante fut lancée, elle, le 14 mars 2023, à peine 3 mois et demi plus tard. Et lorsqu'on évoque la singularité, c'est à propos de GPT-4 qui, appartient donc à la famille des IA qualifiées de Large Language Models, LLM, grand modèle de langage. Voilà, donc le préfixe chat, ça signifie bavarder en anglais. Ça renvoie aussi à l'expression que tout le monde connaît des chatbots, dont le suffixe bot étant prêté, lui, au mot, robot. Et donc c'est, la particularité de ChatGPT, c'est que l'utilisateur obtient une information très complète sur un sujet quelconque ou alors il peut recourir à ces services pour des tâches diverses comme commander des repas. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, le chatbot et l'utilisation de ChatGPT dans un chatbot. Alors, quel que soit le sujet sur lequel on l'interroge, eh bien ChatGPT, il va générer une réponse, un texte. L'utilisateur, il lui soumet une question et aussitôt celle-ci est entrée, eh bien le logiciel, il va imprimer sur l'écran un mot à la fois, mais à vive allure. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire, vous vous rendrez compte que c'est vraiment très rapide. Eh bien, il va lui exposer, lui renvoyer une réponse à la fois circonstanciée, synthétique de ce qui est su à l'instant T à ce sujet.
Donc en fait, dans le format que génère ChatGPT, vous avez peut-être pu constater que c'est quelque part un format, un peu de dissertation, si je puis dire. Donc on a d'abord l'opinion dominante dans un premier temps qui est présentée. Ensuite, dans un deuxième temps, on a des listes. Donc vous voyez souvent c'est des listes 1, 2, 3, 4, c'est vraiment des bullet lists, des objections majeures émises à son encontre et puis dans un troisième temps, on explique pourquoi il est raisonnable de ne pas adopter telle quelle l'opinion dominante et dans quelle mesure il est légitime dans une perspective de recherche du juste milieu, de tenir compte des objections soulevées ci et là. Donc vous voyez, vraiment dans la réponse de ChatGPT, c'est vraiment, structuré comme une dissertation et puis on a souvent et on a toujours en conclusion une synthèse en fait, de la question, de la réponse. Voilà. Ce qui est aussi amusant, c'est que souvent ChatGPT met en garde le fait de ne pas prendre sur le pied de la lettre, tout ce qu'il répond. Alors comment est-ce qu'il va opérer ChatGPT? Donc là, on a dit, hein, le GPT, c'est, l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer, transformateur génératif pré-entraîné. Alors génératif, pourquoi? Parce que il génère des phrases, pré-entraîné parce que son savoir, il a été acquis par un long apprentissage fondé sur des milliards de phrases et transformateur, pourquoi? Parce que son moteur est le transformer, un mécanisme inventé en 2017 dont la fonction est de comprendre le sens des phrases, des paragraphes et des textes entiers mais ça a quand même une longueur maximale et tout ça en combinant le sens de leurs mots. Alors, pour se constituer un vocabulaire et disposer d'une information pertinente à communiquer quand on le consulte, ChatGPT a préalablement encodé en tant que poids, donc ça s'appelle ça des poids, associés aux liens qui connectent entre les neurones du réseau neuronal qui constitue sa mémoire, eh bien, il a encodé un nombre considérable de faits glanés ici et là, et essentiellement sur le web, mais aussi sous la forme de contenu de l'ensemble des livres qui ont été numérisés. Et donc, c'est ce qu'on appelle le pre-training. C'est un apprentissage préalable, un encodage de ces milliards de poids, comme ils les appellent, qui permettent de générer des phrases pertinentes en sortie. Alors, bien sûr, ce sont des programmeurs à la base, hein, qui ont programmé ChatGPT. Et donc, les programmeurs, c'est eux qui ont défini le cadre du corpus d'apprentissage, puisque, et donc Paul Jorion le souligne, aux yeux de ces humains qui ont codé quand même ChatGPT, le plus s'identifie globalement au mieux. Donc, en gros, c'est plus il y a d'informations sur la toile, plus ça va être ces informations qui vont être utilisées dans les réponses de ChatGPT. Et c'est pas forcément le mieux. Voilà. Alors, ChatGPT a accès à énormément d'informations, on l'a dit. C'est un accès d'ailleurs quasi illimité à l'internet qui, lui permet de se constituer un capital de savoir d'un volume incomparable en taille à celui auquel nous, humains, on va dire individuels, avons la capacité d'accéder. Et les informations que ChatGPT a assimilées lui sont d'autant plus pertinentes qu'elles lui auront été transmises à de nombreuses reprises, sous de multiples formes, leur fréquence à chacune étant spontanément interprétée par le logiciel comme le degré de leur confirmation. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que fonctionne de manière vulgarisée ChatGPT. Alors, souvent, on a beaucoup de gens qui essayent de vulgariser ChatGPT, hein, ça vraiment, enfin, il y a énormément de vidéos sur le sujet et souvent on appelle ce ChatGPT, hem, comme étant une IA, une intelligence artificielle probabiliste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle probabiliste? Hem C'est des intelligences artificielles, des outils en fait qui produisent des phrases alignant à la queue leu leu, derrière le mot qui vient d'être prononcé, celui que l'on rencontre le plus souvent à sa suite dans la langue. Mais là, si on se pose 2 secondes et c'est vraiment, intéressant de voir la réflexion de Paul Jorion, qui est vraiment le spécialiste, hein, en la matière, enfin un des spécialistes en tout cas, et bien, il nous dit: «Mais, lorsque on pose la question: "Où est le chat?" Une intelligence, un outil probabiliste répondrait: «Le chat est sur le canapé», parce que dans la langue française, c'est le mot, canapé qui est souvent associé lorsqu'on fait des recherches au mot chat, voilà. Et pourtant, c'est pas du tout le cas de ChatGPT. Si on lui demande: «Où est le chat?», voici ce qu'il répond: «En tant que modèle de langage basé sur l'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de percevoir le monde réel, ni de connaître des informations spécifiques en temps réel.
Par conséquent, je ne suis pas en mesure de vous dire où se trouve un chat spécifique à un moment donné. Si vous cherchez votre propre chat, je vous suggère de vérifier les endroits où il aime se cacher ou de le chercher dans la maison. Si vous faites référence à un chat virtuel ou à une image de chat, veuillez préciser votre demande. Donc évidemment, là, ChatGPT, dans sa réponse, il n'est question ni de canapé, ni de sofa, ni de fauteuil, qui sont donc les mots les plus fréquemment rencontrés dans les phrases contenant le mot chat. Et d'ailleurs, on remarque dans la réponse de ChatGPT, on a même les mots spécifiques et virtuels à la suite du mot chat. C'est pas du tout des mots qu'on va rencontrer, dans des phrases courantes, en fait, et même sur internet. Vous ne trouverez pas c'est pas commun, en fait, hein, de trouver des phrases qui, à la suite du mot chat, ont le terme de spécifique et de virtuel. Alors c'est pour ça que, on entend souvent parler de ChatGPT comme étant un outil purement probabiliste, parce que effectivement, son comportement par défaut, c'est bien de régurgiter l'opinion la plus fréquemment, la plus souvent exprimée, effectivement, où encore une fois, chaque mot à l'écran, il va être, suivi d'un autre mot qui est le plus souvent rencontré à sa suite dans un échantillon de savoir, que les données d'apprentissage ont constitué. Mais ChatGPT, c'est bien plus que ça en vrai, parce que ce comportement par défaut, c'est pas la méthode qui a été retenue. Cette formule de création de séquences où chaque mot généré est suivi de son successeur le plus fréquent ne produisent en fait que des textes très banals. Alors c'est pas ça que fait ChatGPT. Le cœur probabiliste de ChatGPT, c'est une carte que le LLM, donc ce type d'intelligence artificielle, a établie au cours de son apprentissage du corpus de mots dont il a maîtrisé le sens. Autrement dit, il a maîtrisé la multiplicité de ses usages. Et donc sur cette carte qui s'est constituée, on a des concepts, les mots de contenu qui sont opposés aux mots d'armature, que sont les articles, les pronoms, les prépositions et les conjonctions. Eh bien, ils sont situés selon la proximité qu'ils entretiennent, à savoir la probabilité qu'il soit question de l'un, s'il a été question de l'autre. Donc ça, on est vraiment dans la notion de probabilité, et des probabilités qu'on calcule, selon le principe statistique général dérivant de la loi des grands nombres. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est vraiment de la probabilité pure des statistiques, mais celles et ceux d'entre vous qui sont peut-être data scientists, data analystes, ils voient certainement bien mieux que moi ce que c'est. Quoi qu'il en soit, c'est une extrapolation de la fréquence observée de leur association. Donc, l'information qui a été apprise automatiquement a été donc répertoriée selon sa fréquence, et donc la machine, elle peut ainsi régurgiter des opinions qui diffèrent selon un degré précis de l'opinion, modale, hein, la plus fréquemment émise, où chaque mot est suivi de son successeur le plus fréquemment rencontré. Ça veut dire quoi? Que, on va avoir ce qu'ils appellent un degré d'écart, que l'on appelle également une température du LLM, et les chercheurs ont déterminé par tâtonnement qu'une température de 0,8, le maximum de 1 est celui de l'opinion la plus fréquemment émise, et bien quand on a une température de 0,8, c'est celle-ci qui s'avère la plus inventive en fait, et donc la plus susceptible de surprendre favorablement l'utilisateur. Et ils ont également, testé d'autres températures, plus faibles que 0,8, qui génèrent elles par contre des propos beaucoup trop fantaisistes. Donc à ce stade, à l'heure où j'écris la vidéo, la température utilisée par ChatGPT pour vous surprendre, c'est 0,8. C'est pour ça que, on a vraiment, on n'a vraiment pas l'impression qu'il restitue une information copiée-collée, et apprise sur internet. On a vraiment l'impression que ChatGPT vous répond avec de l'imagination, avec une créativité. C'est ça qui est perturbant, parce que, il se contente pas, ChatGPT, de déjà d'inventer de toutes pièces qu'il avance, pas du tout. Il va puiser dans l'équivalent d'une base de données ce qui s'est retrouvé inscrite par l'apprentissage dans son réseau neuronal qui lui tient office de mémoire. Hem Mais c'est surtout que, il ne se contente pas d'assembler des mots, en fonction de la probabilité, de les rencontrer. Et c'est aussi cette habileté à générer une réponse à une question avec, donc par la base de à la base d'un prompt, hein. Donc on va saisir une question dans le prompt, et c'est pas un banal copier-coller, mais c'est vraiment une synthèse d'une excellente qualité. C'est vraiment, une qualité à ce point supérieure qu'elle va vraiment nous faire douter quand on l'utilise sur le fait qu'il y a
pas quelque chose de neuf. On a vraiment l'impression qu'il y a une imagination, il y a quelque chose de neuf, en fait, dans ce qu'on est en train de lire, et malgré, les alertes que fait lui-même ChatGPT en disant: «Prenez pas au pied de la lettre ce que je dis. Voilà, je ne suis qu'une intelligence artificielle». Voilà, donc j'ai essayé de résumer, les explications de Paul Jorion. C'est assez complexe, donc si vous êtes plutôt, habitué à retenir, en lisant voilà, des textes, je vous invite vraiment à aller regarder sur le livre de Paul Jorion, qui vous réexpliquera cela de manière encore plus approfondie. Voilà, donc ça, c'est ce qu'est ChatGPT. Alors, dans une deuxième partie, on va voir les applications de ChatGPT. Donc d'abord, les applications, on va dire, classiques, mais après, quelles sont les applications que nous, on peut, mettre en pratique en tant que business analyst? Et est-ce que finalement, c'est plutôt des opportunités? Est-ce que ce sont des menaces? Est-ce que notre métier va disparaître, remplacé par des intelligences artificielles? Eh bien, ça va être l'objet de cette deuxième partie. Alors, là, je suis allée voir sur le site frandroid.com, frandroid.com, qui ont fait un très, très bon article dessus. Alors je vous redonne pas tout ce qu'ils expliquent, mais en gros, ils ont relevé un certain nombre eh bien de tâches, hein, d'activités qu'on peut faire grâce à ChatGPT. Par exemple, on va utiliser, cette méthode avec le fait de faire des discussions pour aussi classer un certain nombre de sujets. Ça nous permet de rédiger automatiquement des mails, donc qui donne des exemples, je crois, frandroid.com sur des mails, adressés par exemple, aux impôts, à la sécurité sociale, à toutes les administrations, où ils ont vraiment des modèles de documents qui peuvent, vous servir si vous avez besoin, j'en sais rien, de faire une réclamation quelque part, eh bien, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous générer ces emails. C'est également un outil qui est très utilisé pour comprendre rapidement des concepts. Par exemple, vous avez besoin de comprendre rapidement qu'est-ce que c'est qu'un test automatisé. Ça, j'ai vraiment fait l'exercice, hein, pour la business analyst. Eh bien, il va vous expliquer ce qu'est un test automatisé. Si vous ne connaissez pas, une thématique métier, vous arrivez, voilà, dans un contexte où vous avez besoin de comprendre un secteur d'activité, un contexte métier, beh, vous pouvez aussi demander, avoir un résumé, une compréhension rapide de ces contextes grâce à ChatGPT. Ça permet de résumer de longs textes. On peut même traduire avec grande efficacité, faire de la vraiment c'est un outil de traduction. Donc personnellement, j'utilise souvent DeepL. Beaucoup d'entre vous utilisent Google Translation. Eh bien, ChatGPT fait de la traduction. On peut même utiliser ChatGPT pour faire de la programmation informatique. Donc ça, c'est assez étonnant de voir comment, pour des programmes simples en tout cas, ChatGPT peut, puisque c'est un langage en fait, hein, quand on parle de langage informatique, on parle bien de langage avec des syntaxes, et cetera. ChatGPT peut faire ce travail-là, évidemment de manière actuellement, succincte, mais pour, celles et ceux qui commencent ou qui ont besoin de mettre le pied à l'étrier, c'est assez, intéressant. On verra dans le futur, peut-être que ChatGPT sera capable de faire de la programmation et auquel cas, j'aurai d'autres questions qui est: «Je suis développeur informatique, est-ce que mon métier est, mis en péril par ChatGPT?» Pourquoi pas? De toute manière, il y a déjà beaucoup d'outils, hein, qui servent à automatiser, la génération de code. Voilà, donc ça c'est, ChatGPT, on va dire dans la vie de tous les jours. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de métiers, notamment dans tout ce qui est journalistique, qui peuvent être mis en péril par ChatGPT. Alors à titre personnel et d'ailleurs c'est un témoignage, hein, personnel. Moi, en tant que productrice de contenu, eh bien, ça m'aide à, par exemple, à avoir des amorces. Je sais, par exemple, que j'ai une question qui m'est adressée et je veux y répondre et savoir comment, amorcer un petit peu ma réponse, eh bien, ça m'aide à structurer tout ça. Ça me donne des mots-clés, en fait, voilà. Après, ChatGPT et ça, c'est vraiment les limites, ça va utiliser, l'information existante. Ça ne va pas créer un nouveau contenu et des nouvelles informations et ça, c'est le gros risque, on y reviendra tout à l'heure, c'est de tourner en boucle finalement et en plus de ça, comme ChatGPT a cette habileté avec, cette température de 0,8 dont je vous ai parlé tout à l'heure, à transmettre une information, on a vraiment l'impression que c'est quasiment nouveau, hein, qu'on apprend quelque chose. Eh bien, le risque, en fait, c'est, de ne jamais rien apprendre de nouveau et c'est là que c'est important quand on est producteur de contenu, d'être tout le temps là dans inventer et réfléchir à des nouveaux contenus en utilisant notre propre expérience, comme là je suis en train de faire, de vous restituer ma propre expérience parce que sinon on va tout
tout le monde va retomber sur les mêmes informations. Je sais également qu'il y a des métiers comme copywriting, qui maintenant utilisent, ce ChatGPT pour produire, des contenus, gratuits, de faible valeur ajoutée et ils pondent des lignes et des lignes et des lignes par journée, extrêmement rapidement. En fait, quand ils utilisent l'outil, par contre, on perd énormément de qualité. Voilà, mais toujours est-il que ChatGPT sert, dans la vie de tous les jours pour tout cela. Alors en business analyse, comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT? Donc quand on est business analyst, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, donc si vous découvrez cette discipline, je vous invite vraiment à regarder mes autres vidéos, à aller sur le site internet aussi qui permet d'avoir, notamment, de télécharger le livre blanc qui vous explique ce qu'est la business analyse ou également le livre, que j'ai écrit sur, la business analyst, les fondamentaux du métier. Vous pouvez le trouver sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Donc je vais pas revenir dessus, mais en business analyst, quoi qu'il en soit, on peut l'utiliser pour recueillir des informations. Quand on est business analyst et par exemple, on commence un nouveau projet, auprès d'une nouvelle entreprise, un nouveau client, un nouveau secteur d'activité, on ne connaît pas. Donc comment on fait habituellement? Et on a une montée en compétences, on va aller, demander à notre client, à nos collègues de nous transmettre, des informations sur les secteurs d'activité. Alors je vous donne des exemples, j'ai travaillé par exemple dans, le secteur autoroutier en fait, hein, les concessions autoroutières. J'ai travaillé également, dans les loisirs, dans les croisières, maritimes, travaillé également sur les transports maritimes, j'ai travaillé dans l'industrie, dans l'aéronautique et cetera et en fait, au début, eh bien, on ne connaît absolument pas ce contexte-là métier. Donc c'est vrai que d'utiliser ChatGPT pour aller recueillir des tas d'informations sur ce nouveau secteur, c'est extrêmement intéressant parce que plutôt que de passer beaucoup de temps dans Google, ou autres moteurs de recherche, eh bien, vous demandez à ChatGPT, il va vous donner plein d'informations et de fil en aiguille, en utilisant les mots-clés qu'il va vous donner, vous allez pouvoir affiner de plus en plus. Donc ça déjà, l'utiliser comme moteur de recherche, c'est extrêmement intéressant ChatGPT. Après, vous allez pouvoir, grâce à ChatGPT, faire la synthèse d'informations multiples, puisque ChatGPT va vous répondre, mais la réponse va être limitée en termes quand même de nombre de lignes, même si c'est déjà bien fourni, mais il va faire vraiment une synthèse. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très, très intéressant à utiliser. Par exemple, quand vous écrivez un document d'analyse ou de conception fonctionnelle, vous commencez toujours par expliquer ce que va faire ce document, le sujet qui va être abordé. Eh bien, vous pouvez vraiment vous baser sur ChatGPT pour vous aider à faire cette synthèse. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est l'aide au questionnement, puisque quand on va faire des ateliers de travail, du brainstorming, des workshops, de l'interview, etc., on va préparer notre intervention et on va préparer avec une série de questions pertinentes. C'est très important de poser les bonnes questions dans un certain ordre. Vous pouvez vraiment vous baser sur ChatGPT pour vous aider à constituer cette trame-là. Ensuite, vous pouvez également initialiser une réflexion de groupe ou individuelle. Donc ChatGPT peut vraiment vous aider à initier ces discussions de groupe. Vous pouvez également utiliser ChatGPT pour écrire des comptes rendus, des mails et cetera. C'est vraiment, c'est quelque chose qui peut vous faciliter la tâche et accélérer. Nous, en tant que business analyst, on a une forte compétence en gestion du temps à acquérir. Eh bien, avec ChatGPT, on peut vraiment optimiser cette gestion du temps. Également, vous pouvez même initier la conception d'exigences. Franchement, faites le test, demandez à ChatGPT de vous écrire les spécifications fonctionnelles de la fonctionnalité d'impression d'un reçu dans un distributeur habillé. Franchement, faites le test et vous allez voir, c'est impressionnant la manière dont ChatGPT va vous restituer les différentes étapes d'une fonctionnalité, y compris les exceptions, les erreurs possibles, etc. Donc vous pouvez vraiment déjà vous baser là-dessus. Alors attention, si vous êtes débutant, ne, faites pas du copier-coller ou faites pas comme au bac ou je ne sais quoi, les étudiants parfois ils copient-collent ce qu'ils trouvent sur internet. Attention, énorme erreur. Là, c'est vraiment une initialisation, mais vous allez vous retrouver sinon avec des énormes trous dans la raquette, et surtout, une inexactitude, et des ambiguïtés derrière qui peuvent être extrêmement, nocives, hein, pour le projet. Mais ça peut être une aide, d'accord? Après, vous pouvez aussi utiliser ChatGPT
pour vous aider à établir une feuille de route pour atteindre un objectif. Par exemple, vous savez que vous allez, vous avez dans votre feuille de route, vous allez devoir, préparer les tests automatisés sur un projet agile. Vous avez jamais fait ça, eh bien vous avez, faites encore une fois, faites le test vous-même, hein. Comment créer des tests automatisés en agile et là vous allez voir ChatGPT qui va vous donner une liste d'étapes en fait pour, et c'est très, très pertinent, hein, franchement moi qui connais le sujet, je peux vous assurer qu'on peut prendre chaque point pour le coup et alors là, je reviens d'ailleurs là-dessus, quand on connaît, on est capable de prendre du recul avec, ce que dit ChatGPT. On est capable de dire: «Ah ouais, ça c'est vrai, ça j'y pensais plus et effectivement c'est intéressant». Là, ah attention, danger, mais c'est un bon point de départ pour telle ou telle, activité. Eh bien, ChatGPT a vraiment des réponses structurées, hein, donc c'est vraiment bien et puis, toute la partie montée en compétences et auto-formation dont on le fait tout le temps quand on est business analyst. Soit monter en compétences sur la partie métier, soit sur une méthodologie, soit sur une gestion de projet, soit sur, toute la partie technologique. Puisque je vous rappelle qu'un business analyst, il est au croisement de multiples disciplines. En informatique, par exemple, on est au carrefour de toutes les disciplines métiers. Donc, je vous ai donné des exemples sur des projets sur lesquels j'ai travaillé, des secteurs d'activité, les loisirs, les concessions autoroutières, l'affrètement maritime et cetera. Eh bien, on a une montée en compétences à avoir dessus, mais on a aussi une montée en compétences à avoir sur la partie technologique parce que peut-être que vous allez travailler sur un outil de business intelligence ou un ERP ou un CRM ou au contraire un outil totalement nouveau from scratch, une création à partir de zéro, et auquel cas, ou alors peut-être que vous allez devoir, par exemple, mettre en place un atelier, pour stimuler la créativité de vos utilisateurs, pour leur demander de vous aider à trouver des solutions innovantes et donc on vous dit: «Bah, tiens, pourquoi tu as pas essayé telle technique?» Vous savez pas, vous connaissez pas cette technique, vous allez dans ChatGPT, ChatGPT va vous aider à vous auto former. C'est ça qui est vraiment très intéressant. J'ai demandé, par exemple, pour celles et ceux qui sont pas issus de l'informatique et qui s'inquiètent de monter en compétences en informatique, souvent je dis la base, c'est déjà de connaître un peu le SQL. Donc j'ai demandé un exemple de requête SQL. Donc j'ai mis, hein, dans le prompt, j'ai mis: «Écris-moi une requête SQL». Voici ce que me répond ChatGPT: «Bien sûr». Très poli, hein, ChatGPT. Voici un exemple simple de requête SQL pour récupérer des informations d'une table fictive utilisateur. Supposons que la table utilisateur a les colonnes suivantes, ID, nom, prénom, âge et adresse. La requête suivante récupère tous les utilisateurs dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans et trie les résultats par ordre alphabétique du nom de famille. Et là, ChatGPT me met une photo donc de la requête, sur fond noir, enfin comme on a l'habitude de le voir en fait, hein, dans les outils de requêtage. Select, ID, nom, prénom, âge, adresse, from, utilisateur, where, âge, supérieur ou égal à 18, order by, non, voilà. Donc ça, c'est vraiment rigolo, de voir ChatGPT répondre, de cette manière aussi pertinente et il conclut en me disant: «Cette requête a interagi avec une table utilisateur et sélectionne les colonnes ID, nom, prénom, âge et adresse pour les utilisateurs dont l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Les résultats sont ensuite triés par ordre alphabétique du nom». Et alors là, vous voyez, c'est marrant parce que comme ChatGPT, on l'a dit tout à l'heure, a une manière, de répondre. Donc à la fin, il termine toujours par une conclusion. Mais là, en l'occurrence, il a répété quasiment ce qu'il a dit au début il avait déjà expliqué ce que faisait cette requête. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut faire quand même beaucoup de choses avec ChatGPT, ça peut être vraiment très utile. Mais pour autant, quand on est business analyst, on n'est pas des exécutants, même si quand on est débutant, effectivement, on a l'impression d'être un exécutant, mais c'est normal, c'est parce que vous connaissez pas ce métier. Donc en fait, vous vous contentez entre guillemets d'exécuter, les demandes du chef de projet et cetera. Après, vous allez monter en compétences et après vous allez être capable de produire de la valeur ajoutée et qui est, le fonds de commerce du business analyst. Donc je vous rappelle, quand on est business analyst, la business analyst, c'est quoi? C'est le fait de recommander et de concevoir de manière très détaillée la meilleure solution
possible en réponse à un besoin de changement exprimé par une organisation, quel que soit le besoin, un besoin externe, un changement de réglementation, ou alors il y a un changement sur le marché ou le secteur d'activité et il faut que l'entreprise s'adapte, ou alors en interne, elle a un changement, elle a fusionné des départements, elle a un nouveau PDG qui est arrivé, il y a des nouvelles procédures et donc on va devoir s'adapter, que ce soit sur le point de vue métier, au niveau de la gouvernance de l'entreprise ou au niveau du système d'information, eh bien, il y aura une adaptation à mener à bien. Eh bien, le business analyst, il va donc, en fonction de tous les facteurs contraignants et des opportunités à saisir, il va avoir un certain nombre d'alternatives qu'il va du coup étayer. C'est vraiment tout le travail d'analyse et sur ces différentes possibilités, il y a une possibilité qui est la plus appropriée qu'il va présenter. Si elle est acceptée, après il va la concevoir en détail et il va transmettre, si sont dans les systèmes d'information, il va transmettre après cette conception fonctionnelle à l'équipe informatique qui va coder. Il va ensuite vérifier que le travail de codage de programmation correspond bien aux besoins, que ça répond aux besoins exprimés, non exprimés des utilisateurs et du client final, qu'on a une satisfaction optimum et après il va pouvoir aider à mettre en place et à faire la conduite du changement de cette solution. Vous voyez, c'est très vaste. Donc là encore, une fois, si vous ne connaissez pas suffisamment ce métier, je vous invite à aller regarder toutes les autres vidéos, mon site internet qui est aussi voilà, particulièrement précis et dans lequel vous pouvez télécharger un livre blanc pour en savoir plus sur ce métier, également des templates, des modèles de documents. Et si vous voulez vous former, vous avez également les formations pour devenir business analyst en système d'information et également des formations diverses et variées pour être product owner. Vous allez voir également des formations plus pointues sur des thématiques que vous voulez ou sur lesquelles vous voulez acquérir des compétences. Voilà. Mais vous voyez, quand on est business analyst, on a un panel d'activités à faire sur lesquelles on peut appuyer la compétence de ChatGPT. Et je suis allée lui demander à ChatGPT, ChatGPT, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut pas faire en business analyse? Et alors, c'est très, très incroyable, honnêtement, la réponse de ChatGPT. Voici ce qu'il me répond. Alors, il me répond, bien que ChatGPT et d'autres modèles de traitement de langage naturel aient des capacités impressionnantes, il y a plusieurs domaines où ils peuvent être limités dans les tâches de business analyse. Premièrement, un manque d'expertise sectorielle. ChatGPT ne possède pas d'expertise spécifique dans des industries particulières. Il peut manquer de connaissances approfondies sur les tendances, les réglementations et les dynamiques spécifiques à un secteur donné, ce qui est essentiel pour une analyse commerciale précise. Absolument, je peux vous garantir. Quand on est, alors beaucoup d'entre vous, je sais, sont dans la banque par exemple, eh bien, il faut monter en compétence sur le domaine bancaire ou les assurances. De même, dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans les loisirs, dans les croisières, enfin tout ce que j'ai fait à titre personnel et ce que vous avez sans doute fait de votre côté, vous avez certainement dû monter en compétences sectorielles et effectivement, ChatGPT, c'est pas lui qui va pouvoir vous transmettre une information, ça va être enfin pas banal, mais il va récupérer des informations, il va après, avec tous ces algorithmes, fournir eh bien, une suite de mots, on va dire, qui vont sembler extrêmement pertinents, mais ça sera bien entendu bien insuffisant. Deuxième chose qu'il ne peut pas faire, c'est au niveau des interactions complexes. Donc ça, c'est toujours ChatGPT hein, qui me répond. Hein. Il me dit ceci, dans les situations où il y a des interactions complexes et nuancées entre différentes variables, ChatGPT peut avoir du mal à fournir des analyses approfondies qui nécessitent une compréhension profonde des relations causales et des facteurs sous-jacents. Tout à fait. Complexe n'est pas compliqué. Complexe, c'est qu'il y a notamment la nature humaine est complexe. Voilà. Monter oui, produire un Boeing, c'est compliqué parce qu'il y a plein de pièces et des processus et des procédures différents. La nature humaine est complexe, c'est la différence. Donc cette notion de complexité, effectivement, ChatGPT n'en a pas la capacité. Hem et après d'ailleurs, je vais revenir sur un autre point qui est très intéressant sur le recueil des besoins. Voilà, les recueils des besoins. Alors troisième point que ChatGPT avoue, alors je dis avoue parce qu'on a presque envie de voilà, de le considérer comme un humain, comme puisqu'il y a des fois vraiment quand il répond, il s'adresse à nous, c'est une conversation encore une fois. Donc il nous dit: «Les données sensibles ou confidentielles». ChatGPT pourrait ne pas être approprié pour manipuler des données sensibles ou confidentielles, car il s'agit d'une intelligence artificielle basée sur le cloud qui traite les données en dehors de l'entreprise. Donc ça aussi, attention, attention parce que, il va chercher l'information publique
Si votre, moi typiquement, hein, j'ai travaillé dans l'aéronautique, c'est extrêmement confidentiel. Vous allez pas pouvoir utiliser ChatGPT pour, des informations, confidentielles. En revanche, je me suis amusée quand même à le faire, sur des concepts, par exemple, de navigabilité, des qu'on manipule, hein, de sécurité, des aéronefs et cetera et qu'on retrouve sur des sites comme l'EASA, là, il va pouvoir recueillir ces informations et transmettre, du coup, des informations extrêmement cohérentes, synthétiques, que j'aurais bien aimé avoir, à l'époque, en fait, où moi j'ai fait mes premières missions dans l'aéronautique. Si j'avais eu ChatGPT, ça m'aurait fait monter en compétences bien plus rapidement, quoi. Mais voilà, données sensibles ou confidentielles, il n'y a pas accès, ça n'est pas sur les données publiques ça n'est que sur les données publiques que ChatGPT travaille. Ensuite, encore une limite, c'est les analyses avancées. Toujours ChatGPT, hein, qui parle. Qui parle, voilà. Pour des analyses statistiques complexes, des modèles prédictifs ou des modèles économétriques avancés, ChatGPT ne peut pas égaler la puissance et la précision des logiciels d'analyse de données spécialisés. Donc là, effectivement, bien là, on va se baser sur des logiciels d'éditeurs qui sont très spécifiques, enfin d'éditeurs ou en tout cas créés par les entreprises pour faire ce type d'analyse très complexe. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes développeur ou chef de projet, il y aura toujours et toujours plein de, projets de systèmes d'information, pour tout ce qui est complexe. Et avancer, voilà. Ensuite, il me dit ChatGPT, dans le contexte d'entreprise spécifique, puisque ChatGPT ne peut pas saisir des informations spécifiques à une entreprise ou des relations entre des données internes de l'entreprise et des informations externes pertinentes. Or, notre travail à nous, business analysts, et c'est quand même bien ça, c'est de comprendre comment fonctionne en interne une entreprise, quels sont ses processus, ses procédures, ses interactions internes. On les met en lien avec les facteurs externes et c'est ça qui nous permet de recommander et de concevoir la meilleure solution possible. Ça, ChatGPT ne peut pas, ne connaît pas les entreprises spécifiquement. C'est comme si on lui demandait d'aller regarder, voilà, Apple, IBM, peu importe, et de connaître comment fonctionnent ces entreprises. Bien entendu, il n'a pas l'information. Ensuite, prise de décision basée sur les émotions. ChatGPT ne peut pas comprendre les émotions humaines et ne peut pas être utilisé comme base pour les décisions émotionnelles ou humaines complexes. Là, c'est très intéressant puisque la business analyse, notre plus-value, c'est justement cette dimension humaine. Et je le dis souvent, mais quand on va recueillir les besoins, il ne s'agit pas de se mettre à côté d'un utilisateur et de lui dire, voilà, dis-moi tes besoins. Voilà, quelles sont tes exigences pour la solution informatique? Quels sont tes besoins? C'est pas ça notre plus-value, c'est d'aller chercher également les besoins non exprimés, les besoins latents, inconscients, cachés. Et en fait, évidemment derrière, pourquoi est-ce que c'est latent, caché, inconscient? Il y a beaucoup d'émotionnel derrière. Parfois l'utilisateur sait qu'il a ces besoins-là, mais il n'ose pas les dire. Parfois, il n'a même pas conscience. Ça, c'est tout un travail, de business analyst, sur la compréhension de la systémique humaine et ça, ChatGPT ne peut pas le faire et donc il ne peut pas faire de prise de décision basée sur les émotions. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux neurosciences, d'ailleurs, c'est intéressant puisque quand, il y a eu des expériences qui ont été faites sur, des personnes qui ont eu des graves accidents et qui ont eu le cerveau lésé, notamment des zones du cerveau qui sont impactées dans, tout ce qui est émotionnel. Donc c'est des gens qui au niveau, quotient intellectuel, ils étaient toujours capables de faire énormément de choses. Par contre, les prises de décision qu'ils avaient étaient complètement, faussées, voire complètement oui, même plus que faussées, fausses tout court. Parce que l'émotion sert à prendre les bonnes décisions, voilà et ChatGPT, eh bien, ça reste, un outil, une intelligence artificielle, voilà. Ensuite, ChatGPT parle de l'analyse de données en temps réel. Dans les cas où les analyses en temps réel sont nécessaires, ChatGPT pourrait ne pas être en mesure de fournir des résultats avec la même rapidité et précision que des solutions d'analyse en temps réel dédiées. Donc ça, effectivement, pour avoir travaillé sur de nombreux projets de systèmes d'information, on a, des tas de logiciels qui travaillent sur des données en temps réel. Par exemple, tout ce qui est, embarqué, ça travaille sur, voilà, vous êtes sur dans un avion, un hélicoptère, des données en temps réel. Vous ne pouvez pas vous baser sur ChatGPT, parce que sinon vous avez un risque quand même de sécurité important, hein, c'est pour ne pas dire, critique. Ensuite, heu, alors on revient sur la notion d'émotion, d'humain et cetera. ChatGPT me dit: «Au niveau des relations humaines, ChatGPT peut manquer de compétences interpersonnelles pour interagir avec les parties prenantes, poser des questions claires pour clarifier les objectifs et communiquer les résultats de manière convaincante». Donc là, vous voyez, on peut préparer nos questions. Par contre, c'est vraiment la compétence, interpersonnelle
et intrapersonnel du business analyst qui va permettre de poser les bonnes questions, que ce soit clair, que ça soit non ambigu, d'aider aussi à la prise de décision éclairée, de convaincre. Je dis souvent que, j'avais fait un article il y a quelque temps, sur, le fait que le business analyst est une personne qui doit savoir convaincre, voilà. Convaincre parce que, dans de nombreux cas de figure, vous avez la personne en face de vous qui a ses propres filtres, et qui n'écoute pas forcément des éléments factuels que vous pouvez exposer, que ce soit les managers, hein, ou les utilisateurs. Et en fait, le but, c'est encore une fois de mettre en place la meilleure solution possible pour l'organisation, pour les utilisateurs. Donc cette partie interaction humaine, ChatGPT n'en est pas capable. Et puis, ChatGPT conclut cette liste, mais je suis sûre qu'elle n'est pas exhaustive. Extrapolation, ChatGPT peut avoir du mal à extrapoler au-delà des informations qu'il a déjà apprises, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas être capable de prédire des tendances émergentes ou des situations non rencontrées dans ces données d'entraînement. Voilà, donc c'est à mon sens, effectivement, hyper intéressant d'utiliser ChatGPT. C'est un outil très utile pour certaines tâches j'allais dire de base, pas c'est même pas des tâches de base, mais des tâches qu'on rencontre au quotidien qui peuvent nous prendre du temps. Ça nous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Par contre, il est vraiment important de connaître ses limites et de l'utiliser en complément de l'expertise humaine et d'autres outils spécialisés. Alors moi, à mon avis, bon, je l'ai déjà donné, à mon avis, mais je vais quand même conclure là-dessus. On dit souvent, et je le répète souvent, que la business analyse comporte une forte valeur humaine. C'est ça qui la rend si complexe. À chaque fois qu'on change de projet, alors d'autant plus quand on est business analyst, on va dire prestataire externe, on va changer de secteur d'activité, de client, en fait, chaque projet va être différent, chaque mission diffère. On n'est pas dans sa zone de confort quand on est business analyst. À chaque fois, on doit évoluer et apprendre. C'est ça qui fait que c'est passionnant. Eh bien, il faut se souvenir d'une enquête massive qui a été faite par le Standish Group, à 2 reprises, donc j'en parle régulièrement. Le Standish Group Chaos Report, vous pouvez regarder sur internet pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, on a un certain nombre de causes des échecs de projets de système d'information. Je vous rappelle que 71 des projets de système d'information sont des échecs. Ça veut dire que, soit, ils sont abandonnés en cours de route, soit leur délai ou leur budget, est explosé, de manière conséquente ou alors la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. On ne parle pas de petites variations par rapport aux attentes, on parle de grosses variations. Eh bien 71 des projets de systèmes d'information sont des échecs et parmi les causes majeures, on retrouve beaucoup, notamment le manque le problème d'identification, pardon, des causes racines des problèmes. Également le fait qu'on n'ait pas réussi à recueillir tous les besoins non exprimés, latents, cachés. On a également dans la cause des échecs, le manque d'implication des utilisateurs et l'immaturité émotionnelle des managers qui demandent, qui ont des attentes, irréalistes. Eh bien, en fait, tout ça, c'est vraiment les top causes des échecs des projets de systèmes d'information et on voit bien qu'avec ChatGPT, on ne va pas résoudre ces causes-là. D'où l'importance de s'appuyer sur cette intelligence artificielle, sur ChatGPT et peut-être d'autres outils qui vont arriver après, puisque là, encore une fois, ça évolue très, très vite. Ça va nous aider à améliorer notre élucidation, à structurer nos analyses, à monter en compétences plus rapidement. Ça va nous aider à préparer nos ateliers de travail, à écrire des comptes rendus, des mails complets et structurés. Mais le cœur de notre métier, ce qui nous conduit à proposer puis à définir minutieusement la meilleure solution possible en réponse à un besoin de changement exprimé par une organisation, ça requiert vraiment des expériences multidisciplinaires. Ça requiert de faire face à une complexité, notamment face à la nature humaine. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier, ça ne peuvent pas le faire. Voilà, donc ça, c'était, mon avis sur ChatGPT. Je vous invite vraiment à donner votre propre avis en commentaire, également votre propre expérience si vous l'utilisez. Ça pourra vraiment aider de nombreuses personnes et puis à faire vivre cette vidéo qui sera sans doute encore sur ma chaîne YouTube pendant quelques années et ça peut être intéressant dans quelques mois, quelques années, de la réécouter, se rendre compte de toutes les progrès que cela aura, sans doute fait, d'ici là.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite également à me mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir tout mon travail bénévole. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez que ça peut intéresser des collègues, des amis. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce métier de business analyst, sur la discipline même de business analyst, je vous invite encore une fois à aller voir sur mon blog, à vous inscrire à la newsletter pour avoir une veille automatisée dans votre boîte mail tous les 15 jours avec des articles, des tutoriels, également des vidéos, vous avez des événements lorsqu'il y a des événements sur la business analyse dans cette, dans la newsletter. Vous avez également toutes les informations liées aux formations, au coaching que je propose et que mes partenaires proposent. Donc voilà, tout ça dans une seule newsletter tous les 15 jours et puis je vous propose, de nous revoir à très bientôt pour une autre, vidéo de questions-réponses. Ciao tout le monde, à bientôt.